Donc, je disais, donc en grand deuxième partie, je vais simplement survoler les grandes lignes. Eh bien, le genre, non seulement est constitué du nombre de morts, mais il est aussi colonisé par le cinéma. Et par le cinéma, il faut vraiment insister à l'Amérique. C'est le cinéma américain, et c'est en particulier la boîte Universal, qui, parce que son directeur adore les films d'horreur, hein, enfin les films d'horreur qui n'existent pas encore, adore les récits d'horreur, qui va donner, alors vous connaissez bien sûr toute cette série de films qui déclinent des visages défigurés, hallucinants, terrifiants. C'est le Frankenstein de Boris Karloff, il est vraiment tout à fait extraordinaire. C'est les premiers Dracula, et en particulier celui de Todd Browning, hein, dans les années 30, mais il y avait eu avant un Dracula's Daughter, au revoir, qui avait déjà fait sensation. Donc vous avez comme ça toute une série de films, en particulier aussi L'Homme Invisible. C'est dur de se faire quand même un nom dans L'Homme Invisible. Eh bien, Claude Rains a réussi dans un rôle où on le voit quelques secondes. Alors, on le voit, Claude Rains, quelques secondes à la fin, lorsqu'une fois mort, il recouvre, bien sûr, exactement comme William Stories d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans Verne, hein, eh bien, lorsqu'il recouvre sa forme humaine, si je puis dire. Eh bien, Nosferatu, Cabinet Caligari, Le Fantôme de l'Opéra, avec Lon Chaney, qui est là aussi un acteur tout à fait extraordinaire, et qui inaugure la fameuse tête de mort, hein, que reprendront tous les acteurs qui incarneront successivement le Fantôme de l'Opéra. Donc ces films vont là aussi rencontrer notre imaginaire d'une façon indélébile. On ne peut plus écrire des romans de vampires sans avoir présent à l'esprit Bela Lugosi, vous savez, qui a fini par dormir dans son cercueil, hein, notre premier Dracula, tout à fait extraordinaire. On ne peut plus écrire des romans de monstres ou de cadavres ambulants sans penser à la démarche à la fois hésitante et terrifiante de Boris Karloff, hein, dans Frankenstein. Donc tout ce cinéma américain est vu par la critique récent, et je trouve que l'idée est vraiment très bonne, comme le résultat d'un traumatisme qui est ce qu'on a appelé, après la Première Guerre mondiale, les gueules cassées. Vous vous souvenez de ce très beau film français, mais très, je veux dire, très édulcoré, enfin, La Chambre des officiers, où l'on finit au bout de 2h20, j'exagère. C'est un grandissement épique, enfin, c'est vrai qu'on ne les voit pas tout de suite, hein, où on finit par voir justement les visages terrifiants, hein, et malheureux et détruits de ces pauvres soldats qui se sont pris des obus en pleine figure. Je vous renvoie à un film de Dalton Trumbo qui s'appelle Johnny Got His Gun. Johnny s'en va en guerre, qui est un des films les plus effroyables que j'ai jamais vus de ma vie. Je crois bien que j'en ai été un peu malade. Voilà. Bon. Donc il y a cette obsession justement des gueules cassées, et quand vous voyez effectivement Frankenstein, quand vous voyez Lon Chaney dans Le Fantôme de l'Opéra, quand vous voyez Claude Rains avec tous ses bandages, hein, dans L'Homme Invisible, ou même Spencer Tracy, excellent Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sous la caméra de Victor Fleming, un petit peu plus tard, hein, je ne parle pas du tout premier, hein, de Mamoulian, eh bien, vous voyez un hommage, et c'est vrai que franchement, j'y avais pas pensé. Et je me suis dit après, en revoyant Abel Gans, j'accuse, hein, lorsque les fantômes des pauvres soldats sortent de leur tombeau, etc. Eh bien, oui, c'est vrai, il y a une forme d'hommage. Le film fantastique des années 20-30, américain, rend hommage à ces visages défigurés que la société, j'ai envie de dire, des années 20 avait un petit peu tendance à mettre, à oublier parce qu'il fallait avancer, etc. Cette tradition du cinéma américain, de l'horreur, eh bien, nous qui ne croyons plus au diable, elle nous a quand même apporté des sacrés films récents. Car comment comprendre autrement le succès de L'Exorciste? Je ne sais pas si vous vous souvenez le slogan. Le slogan, c'était qu'il y avait des ambulances près des salles de cinéma où se faisait L'Exorciste, parce que les femmes, on avait tellement peur qu'elles accouchaient, les gens cardiaques, on avait des crises. C'était une sorte d'extraordinaire, vous savez ce qu'on appelle teasing, peu importe. Hein. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, pouvez-vous regarder
la tête de Linda Blair faire son tour complet sur elle-même, tout en vomissant la bave verte et en disant des choses du style « je baise avec le Christ hein, », ça reste quelque chose d'extraordinaire. Donc, tradition là encore, qui va émerger tout le fantastique horrible de Clive Barker et d'un certain Stephen King. Stephen King n'est pas toujours horrible, mais il peut l'être et quand il est bien. Donc, ces films aussi comme Blair Witch Project, par exemple, qui filmaient avec 4,50 francs, enfin, à l'époque, il y avait des francs, donc 1 euro. Aujourd'hui, eh bien, sont terriblement aussi épouvantables et effrayants. Et qui, à leur tour, bien sûr, nutrissent, si je puis dire, nourrissent, capillarisent notre littérature fantastique. Bon, je passe très vite hein, sur ce cinéma sur lequel il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je vous recommande quand même, je ne peux pas m'en empêcher, un film fantastique tout fait étonnant qui s'appelle Cowboy et envahisseur, qui est le mixte habile des westerns de jadis, des cowboys, et des aliens nombreux, divers et variés, hein, qui envahissent aussi la production américaine. Donc il y a les deux, ce sont des cowboys qui se battent contre des extraterrestres. C'est chef-d'œuvre kitsch, avec en plus Daniel Craig, c'est-à-dire OSS 117. Je vous rappelle comme, excusez-moi, OSS 117 c'est Jean Dujardin, non, lui c'est tout simplement James Bond 007. Souvenez-vous, Ian Fleming était le meilleur ami de Wanda. Donc, quand même quelque chose d'assez surprenant là. Et puis, c'est Harrison Ford, je crois, qui, comme d'habitude, reprend le bon vieux rôle. Harrison Ford, c'est quand même toute cette saga extraordinaire. Des crânes de cristal, mais ça ne s'appelle pas comme ça en français. Oui, voilà, il a son fouet et il n'aime pas que Sean Connery l'appelle Junior. Voilà. Donc, mais je passe très vite et j'arrive au troisième moment, donc, que j'ai appelé un genre complètement débordé. Hein. Donc, ce genre complètement débordé, ce genre complètement chahuté, eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers, bien sûr, l'arrivée massive d'une, ce qu'on appelle la fantasy, c'est-à-dire le croisement entre l'Angleterre extrêmement cultivée de Constable Lewis, de Tolkien, et de sa descendante la plus directe, J.K. Rowling, et puis croisement donc avec la fantasy américaine, beaucoup plus ludique, qui a cette tradition, hein, un des grands romans de fantasy, c'est quand même Conan le Barbare, hein, c'est un des premiers romans. Hein. Et ce croisement fait qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, le fantastique todorowien est-il encore de mise, ou sommes-nous devant cette globalisation que propose la critique anglo-saxonne, ce qu'on appelle donc le fantastique, et qui recouvre à la fois notre fantastique à nous, mais aussi la science-fiction, mais aussi bien sûr la fantasy. Alors simplement 2 exemples. Vous êtes peut-être, vous avez des enfants, vous avez des petits frères, des petites sœurs, je ne sais pas, et bien si vous en avez, ils regardent ou ils lisent Hunger Games. Parce que c'est le plus grand démarrage, je crois, de série. Suzanne Collins, elle a laissé sur place nos autres séries, même Twilight, même Harry Potter, qui sont quand même comme disent nos jeunes, des tueries, au sens... donc, Suzanne Collins, dont le Hunger Games vient de sortir au cinéma, donc ça renforce évidemment l'attrait de la lecture. C'est vraiment un superbe mix entre la fantasy et la science-fiction. Beaucoup d'analyses dessus. Et puis, aussi, alors, si vous êtes un petit peu dans la télévision, eh bien, vous regardez peut-être en français Le Trône de Fer, cette série tout à fait extraordinaire, due à la plume, ne voulait pas d'ailleurs qu'elle soit mise en cinéma, Game of Thrones, le Trône de Fer, et il y a là quelque chose, un croisement, si vous voulez, extraordinaire entre la science-fiction, le Medfab, ce qu'on appelle ça le médiéval fantastique, et les nouvelles donnes, la nouvelle donne fantastique. Medfab, âge obscur, donc, science-fiction, dystopie, c'est-à-dire une utopie mais qui se passe très très mal dans Hunger Games. Hein. On envoie des jeunes s'entretuer, comme jadis le Minotaure, Thésée, etc. Et notre fantastique à nous, un petit peu
un petit peu timide peut-être, mais nous avons nos grands fantastiqueurs ruraux, hein, si je puis dire, par exemple Claude Seigneur. Il y a beaucoup de choses quand même, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être surtout venu du monde anglophone. Alors, je voudrais... donc, je termine en 3 mots, et puis on regarde des films. Donc, je voudrais aussi saluer, parce que vraiment, le renouvellement critique français, j'ai cité très rapidement ici, mais je voudrais redire son nom, parce qu'elle fait un travail formidable en ce moment, et Anne Besson, hein, qui est à la fois spécialiste de la science-fiction, de la fantasy, et du fantastique, tout simplement, mais c'est la même chose, mais aussi quelqu'un comme Irène Anglais, comme Saint-Géné, enfin, tout cela, Christian Chenbourg aussi, tout cela travaille pour une nouvelle définition, une nouvelle proposition critique sur le fantastique contemporain, que je termine en désignant par 3 adjectifs. Donc il est mondialisé, il est transmédiatique et il est vidéoludique. Voilà, je vous remercie.